Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, ce matin, on a le professeur Asumundo, maître de conférence agrégé. Avec lui, on va parler de l'atelier organisé par l'UNESCO et la DGLP sur le rôle des sciences sociales dans l'élaboration des politiques publiques et de la réduction de la pauvreté. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous avez participé à ce séminaire atelier. Oui. La DGLP, c'est la Direction Générale de la lutte contre la pauvreté. D'accord, ok. Voilà. Alors, c'était un atelier pour savoir comment les politiques publiques peuvent participer à lutter contre la pauvreté. C'est ça, la réduction, peut participer à la réduction de la pauvreté. Oui, en fait, la DGLP élabore un ensemble de politiques publiques pour pouvoir réduire la pauvreté. Et ils sont en partenariat avec l'UNESCO, donc l'Organisation des Nations Unies, pour l'éducation, les sciences sociales et la culture. Et du coup, ils ont appelé un ensemble de chercheurs, des universitaires, surtout de l'Université Omar Bongo, qui s'agissait des sciences sociales. Et ils ont demandé de discuter un peu sur le rôle que les sciences sociales pouvaient avoir dans l'élaboration des politiques publiques efficaces. Et par la suite, on a orienté ça vers l'objectif de réduction de la pauvreté. Y a-t-il un lien social y a-t-il un lien entre les sciences sociales et les politiques publiques? Oui, il y a un lien important entre les sciences sociales et les politiques publiques, vu que lorsqu'on élabore une politique publique, cela vise des objectifs sociaux très souvent, parmi lesquels la réduction de la pauvreté, la réduction des inégalités, la réduction du chômage, donc un ensemble de phénomènes qui touchent l'ensemble de la société. Et lorsqu'on élabore ces politiques-là, on a besoin au préalable de pouvoir comprendre ce phénomène, de pouvoir mesurer ce phénomène-là et se rassurer que les politiques élaborées vont permettre d'atteindre les objectifs fixés. Justement, comment les sciences sociales peuvent contribuer à la réduction de la pauvreté au Gabon? Dans le cas du Gabon, la première chose, c'est de pouvoir faire appel à ces chercheurs-là et orienter les travaux de ces chercheurs vers ces différentes thématiques-là. Ce qui se passe souvent au niveau des sciences sociales, à l'Université Omar Bongo, pour ce que j'en sais, les chercheurs choisissent des thèmes par rapport à leur domaine d'études, par rapport à leurs préférences, et publient cela dans des revues un peu adressées aux spécialistes. Mais après, il s'agit pour ceux qui élaborent les politiques publiques de prendre connaissance de ces résultats-là pour le cas du Gabon, parce que ces chercheurs-là s'intéressent au cas du Gabon la plupart du temps, et utiliser ces résultats-là pour pouvoir construire la politique publique. Et vous avez travaillé quel domaine précis des sciences sociales? Bon, moi, je m'intéresse particulièrement à la science économique. Maintenant, dans le cadre de cet atelier, il y avait également des chercheurs en sociologie, il y avait des anthropologues, il y avait des psychologues, des géographes qui étaient tous réunis. Et chacun observait la pauvreté par rapport à son domaine d'études. Comment en économie on observe la pauvreté? Voilà. En économie, pour mesurer la pauvreté, on a un ensemble d'indicateurs. Dans ce cas, ce sont les mêmes indicateurs qu'utilise la Banque mondiale pour pouvoir mesurer le niveau de pauvreté. Maintenant, dans la pauvreté, c'est un phénomène très complexe, en fait, c'est multidimensionnel, comme on le dit. Il y a une partie assez subjective où un individu peut se sentir pauvre. Et il y a un caractère assez objectif également. Nous, on s'intéresse en économie plus à l'aspect objectif de la pauvreté, une évaluation objective. C'est-à-dire quoi? Cela signifie que... L'aspect objectif. Voilà. Ça signifie qu'on va vous dire si vous êtes pauvre ou pas, indépendamment de vos sentiments. Voilà. C'est pas par rapport à des chiffres. René t'es choqué. Oui, parce que... Non, mais moi, je pensais que c'était par rapport à peut-être les revenus de chaque personne. Oui, c'est-à-dire indépendamment de votre sentiment, pas de votre revenu. C'est-à-dire, la première approche que vous présentez, c'est ce qui est fait au niveau subjectif en réalité. C'est-à-dire, dans l'approche subjective, on demande est-ce que vous vous sentez pauvre? Et là, un individu, tout le monde peut se sentir pauvre. On ne peut pas avoir 1 million de francs CFA, mais je me sens pauvre. Ça, c'est une évaluation subjective. On interroge la personne. Maintenant, nous, en économie, on fait plutôt une évaluation objective. Ça signifie qu'en fonction de votre revenu, c'est à ce niveau qu'on vous dira si vous êtes pauvre. Pas seulement le revenu, il y a d'autres indicateurs qu'on vous dira si vous êtes pauvre ou pas, indépendamment de votre sentiment. Comment est-ce que l'économiste définit donc la pauvreté? Voilà. Au niveau de la pauvreté, on a pauvreté absolue, relative, tout ça. Mais au niveau de la pauvreté absolue, on se fixe un seuil de revenu. C'est très souvent ce qui est pris. On dit par exemple
depuis les années 2022, le nouveau seuil, c'est 2,15 dollars par jour. C'est plus $1. Voilà, c'est non plus $1. D'accord. Parce que le seuil a un peu évolué. Au départ, c'était $1. C'est ce que très souvent on s'en rappelle plus. Ils ont vu que les gars dépassaient Voilà. $1. Après $1, c'est passé à 1,95 dollars. Et depuis 2022, c'est On est à à 2,15 dollars. Donc on se dit, lorsque vous êtes en deçà de ce seuil-là, vous êtes considéré comme pauvre par jour. Au-delà de ce seuil-là, vous n'êtes pas considéré comme pauvre, mais vous n'êtes pas non plus la classe moins riche, la classe moins maigre. On essaie de mettre un peu des intervalles pour pouvoir définir si vous êtes pauvre ou pas. Et maintenant, ce seuil en question est fixé par rapport à un pouvoir d'achat. Parce que il ne faudrait pas uniquement fixer 2,15 dollars, c'est de savoir qu'est-ce que vous achetez réellement avec. Et il y a un minimum de vie qu'on considère qu'on doit pouvoir satisfaire pour ne plus être considéré comme pauvre. Et ce seuil-là permet de garantir ce niveau de vie. Nous, on a l'impression que dans minimal. vos ateliers d'intellectuels, vous venez juste débattre, vous débattez, après vous partez. On n'a pas des conclusions palpables. Et ensuite, un dispositif matériel qui va se mettre en branle. En fait, c'est vrai qu'à ce niveau... Vous avez apporté quoi lors de cet atelier? lors de cet atelier, puisque ils nous ont fait appel parce qu'il fallait discuter notamment sur les indicateurs de mesure de la pauvreté, parce qu'il y a une étude qui est en vue là-dessus pour élaborer des politiques publiques. Donc, ils voulaient avoir une idée du niveau de la pauvreté au Gabon et globalement de la CEAC pour pouvoir par la suite élaborer les politiques publiques. Est-ce que vous allez participer à l'élaboration de ces politiques publiques ou vous restez juste au niveau de l'analyse dans le cadre des sciences sociales? Personnellement, je représentais le département d'économie. On était les seuls économistes à ce niveau-là. Nous n'avons pas été sollicités. Ce que nous avons plutôt remarqué, c'était beaucoup plus... c'était des agents de l'UNESCO, certains chercheurs, beaucoup plus de la fac de lettres, des sciences humaines, et pas assez du département d'économie. Je dis pas Mais assez c'est parce pas que cohérent. j'ai d'informations. Mais Est-ce que ça aurait été bien que vous participiez à l'élaboration de la politique publique dans ce sens? Oui, parce qu'en économie, c'est même ce qui a fait réagir lorsque j'évoquais les seuils. En économie, on a une capacité à pouvoir analyser les études d'impact des projets publics, de pouvoir mesurer, parce que nous on s'intéresse beaucoup à la mesure, à la quantification de la chose, ce qui n'est pas toujours le cas des autres sciences sociales. Donc nous on mesure ces phénomènes-là et on peut, avec nos instruments, être capable d'apporter notre contribution pour pouvoir bien cerner le problème de la pauvreté et finalement avoir des politiques beaucoup plus ciblées. Parce que si on regarde les éléments qui tournent autour de la pauvreté, ce sont des éléments qui intéressent le domaine de la science économique. On parle du revenu. Le revenu, c'est un élément, les économistes s'intéressent depuis toujours au problème du revenu. Il y a le problème sur l'éducation. Il y a l'économie de l'éducation qui s'intéresse, il y a la santé, donc ce sont des éléments que l'économiste utilise et apporte déjà des solutions pour pouvoir permettre de régler ces insuffisances que l'on peut... Mais hormis ce genre d'atelier et de séminaire, est-ce que vous étudiez concrètement la pauvreté au Gabon en tant qu'économiste? Est-ce que vous avez des indicateurs précis, palpables et concrets? Ou bien vous êtes dans la théorie? Statistiques. Au niveau des statistiques et des études, parce qu'après c'est lié, il faut avoir de bonnes données pour pouvoir évaluer et mener des recherches là-dessus. Il y a un ensemble d'enquêtes qui se font dans le cas du Gabon. Par exemple, il y a l'enquête concernant l'évaluation et le suivi de la pauvreté, EGP, qui se fait en 2005, ça s'est fait en 2015, ça s'est fait en 2017, en 2005-2017. Et du coup, ce sont ces enquêtes nationales qui nous permettent de pouvoir avoir des données statistiques pour pouvoir évaluer la pauvreté. Mais quand on voit la périodicité, ce n'est pas de façon très continue. Donc, il y a souvent un gros écart entre la première enquête et la deuxième enquête. On nous dit qu'il y aura une troisième enquête qui va se faire sous peu. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut, au niveau national, avoir une idée du niveau de la pauvreté. Maintenant, le Gabon a un seuil pour pouvoir dire si on est considéré comme pauvre ou pas pauvre. D'accord. Le Gabon, personnellement, lui-même, il a son seuil. Oui. Il y a un seuil national. Le seuil national, c'est 5,75 $ par habitant. C'est énorme. Celui de... Par jour? Oui. En fait,
c'est assez proche et un peu plus large que celui qui est fixé par la Banque mondiale. Plus le sandwich, Voilà. le jus. Pour la Banque mondiale, par exemple, la Banque mondiale considère que il y a le seuil de 2,15 $ que je donnais. Oui, ça c'est pour la Banque mondiale, La oui. Banque mondiale, c'est en fait ce qui est fixé de façon générale. Oui. Mais après, la Banque mondiale tient compte des catégories de pays. Mhm. Il y a un seuil pour les pays à revenus intermédiaires de tranche supérieure. Comme nous. Voilà. Nous, Et on ça, est c'est revenus intermédiaires de tranche supérieure. Donc, un PIB par habitant comprend entre 4 000 et 12 000 $ par habitant. Mhm. Donc, on est dans cette catégorie-là. Et du coup, on a un seuil qui correspond à cette catégorie. Qui est Donc, on n'est pas 5,5. considéré comme un pays pauvre. Non, on n'est pas un pays pauvre. Il y a des pays qui sont Mais à revenus faibles. pourquoi dans les chaînes internationales on dit toujours le Gabon est un pays pauvre d'Afrique centrale? Oh, Pourquoi ils disent souvent ça? Oh, Ça en me fait, fatigue c'est- cette expression. Je crois que c'est une évaluation assez relative par rapport à un ensemble d'autres indicateurs en dehors du PIB par habitant. Mhm. Parce que le classement en question se fait par rapport au PIB par habitant. Mhm. Donc, lorsqu'on a moins de 1 000 $, c'est un pays à revenus faibles. Revenu intermédiaire de tranche inférieure, c'est entre 1 000 et 4 000. Mhm. Revenu intermédiaire de tranche supérieure, c'est entre 4 000 et 12 000. Mhm. Et revenu élevé, c'est plus de 12 000 $ par habitant. Mhm. Nous sommes intermédiaires de tranche supérieure. Et à l'intérieur de cette catégorie, la Chine aussi s'y trouve. Hein. Ah. La Chine est dans les revenus intermédiaires de tranche supérieure, l'Algérie, l'île Maurice, ainsi de suite, et le Brésil. Et du coup, en réalité, le Gabon doit se comparer à ces pays-là. Parce Oui. que nous sommes de la même catégorie. Mhm. Et c'est à ce niveau qu'on a tendance à avoir un peu certains problèmes dans les comparaisons. Parce que la situation du Gabon, dire qu'on est meilleur que des pays qui sont dans la catégorie inférieure, c'est assez normal, parce qu'on a plus de revenus. Mais on doit pouvoir se comparer à ceux qui... C'est comme un match de boxe, on se compare, on a le même poids et on Oui, compare on a la même nos catégorie. performances par rapport à ça. Et le Gabon doit très souvent se comparer aux pays de sa catégorie. Et c'est là où le problème apparaît souvent. C'est qu'on est inférieur notre performance est plus faible que la performance des pays qui sont de notre catégorie. Mais on est meilleur que ceux qui sont de la catégorie inférieure. Oui, ça c'est clair. Voilà. Et meilleur que la moyenne africaine. Oui. Mais dans notre propre catégorie, ça pose problème. Et cet Là, atelier a été concluant pour vous? C'était intéressant? C'était intéressant, mais comme tu l'as dit, en fait, au final, on fait des analyses, mais il faudrait pouvoir poursuivre également et être intégré dans les équipes pour pouvoir continuer à participer à, même pas forcément l'application, mais l'évaluation par la suite. Parce qu'il y a le travail d'avant, Oui. en amont, on élabore la politique publique, là on intervient. parce Après, il que faut l'évaluer. Il faut appliquer, mettre en œuvre la politique publique. Là, ce sont les praticiens qui vont faire. Mais après, il faut évaluer la politique publique pour savoir si on a atteint ou pas. Et c'est à Pratiquement, ce niveau pour que les auditeurs, le problème- pratiquement, comment peut se déployer la politique publique après ce genre d'atelier et de séminaire? Parce que le mot politique publique, il y a beaucoup de personnes qui ne cernent pas ça. Hein. Oui. C'est un ensemble de normes et de règles ou c'est un ensemble de décisions politiques. On entend seulement politique publique. Oui, c'est Par un contre, les contenu. PPP, on connaît. On connaît les PPP, les partenariats voilà, publics-privés. public-privé. Voilà. Oui. Mais les politiques publiques, c'est vague. Surtout Oui. dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Oui, en fait, c'est vrai que c'est pas souvent expliqué. Oui. Ce sont des termes, on dit politique publique, mais en fait, derrière la politique publique, en fait, il y a un ensemble d'objectifs qui sont fixés. Il y a un ensemble d'opérateurs qui vont mettre en œuvre la politique publique qui sont identifiés. Un exemple, est-ce que les AGR développés, mis en place par le président, qui passent en publicité, en spot, en communication sur notre radio, là, par exemple, rentrent dans le cadre de l'élaboration d'une politique publique contre la pauvreté? Les activités génératrices de revenus. Oui, en fait, surtout puisqu'on a dit que dans le cas de la pauvreté, il y a plusieurs dimensions et la partie concerne le niveau de revenu. Et dans ce niveau de revenu-là, toute politique, toute action, finalement. Ah, du d'accord, donc les gouvernement, politiques, ce sont des ce sont actions ces du actions gouvernement. Toutes ces actions-là qui participent à améliorer les conditions de vie des populations, à augmenter leur niveau de revenu, ce sont des éléments qui participent à la réduction de la pauvreté. Donc ça, on appelle ça une politique publique. Voilà. Voilà, c'est tout un ensemble. Là, c'est clair Cet maintenant dans ma ensemble tête. de politique là. Mais comme tu le sais, en fait,
on a les conditions de vie, on a les revenus, à l'intérieur et à côté on a aussi l'éducation, on a la santé. Oui. Donc, en fait, le phénomène de la pauvreté a tellement de dimensions que ce n'est pas un seul ministère qui s'en occupe en réalité. Oui. C'est différents ministères, chacun intervenant en mettant en œuvre son programme qui participe en même temps à la réduction de la pauvreté. Donc, toutes ces actions des ministères qui corroborent à réduire la pauvreté, on peut appeler ces actions-là les politiques publiques. Voilà, ce sont des politiques publiques qui rendent le cas de... Il y a un document stratégique. Voilà, mais malheureusement, les professionnels comme vous ne participez pas. Bon, ce sont les praticiens par la suite qui mettent en œuvre. Nous, mais est-ce qu'ils respectent on va dire comment, les conseils des spécialistes quand vous observez sur le terrain? Là, il faut aller au niveau de l'évaluation. Voilà. C'est-à-dire, c'est au niveau de l'évaluation qu'on peut réellement savoir si ils respectent au final ou ne respectent pas. Parce que hormis l'évaluation, il y a l'observation. Oui. Bon, maintenant, nous ne sommes pas, nous, chercheurs à l'université, notamment. Lorsque nous ne sommes pas dans les différentes étapes de mise en œuvre, on ne peut pas trop savoir si ils appliquent ou pas. C'est beaucoup plus à la fin. Si on se rend compte qu'au final, l'objectif n'a pas été atteint, qu'on peut finalement remonter pour essayer de savoir mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce qu'on a élaboré. Parce que si tout était correctement suivi, c'est-à-dire dans l'élément de mise en œuvre, en fait, on devrait atteindre l'objectif. Vous évaluez l'atteinte de ces objectifs sur combien de temps? En fait, ça dépend. Chaque programme a une durée. C'est-à-dire, on vous dit, comme en parlant de politique publique, on peut dire que c'est un ensemble de programmes. Et ces programmes-là, à l'intérieur, il y a un ensemble d'actions à mener. Ces actions sont budgétisées, donc on a des responsables de mise en œuvre. Donc on a cet enchaînement-là. Et par la suite, dans ces différents programmes, on précise la cible. Ce sont les jeunes, ce sont les retraités, ce sont les personnes plus urbaines, rurales, les femmes, tout ça, on précise la cible. On précise également comment on va faire pour savoir si l'objectif est atteint ou pas. On précise également, évoqué tout à l'heure, la durée. On dit le programme, c'est un programme de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, ainsi de suite. Donc, en principe, c'est après la mise en œuvre du programme, on peut par la suite peut-être laisser un certain temps pour savoir si les effets vont commencer à apparaître et ensuite on évalue. D'accord. Très souvent, on se dit pour certains programmes, ça peut être évalué après 10 ans, pour certains après 5 ans, ça dépend. Bon, la Direction générale de la lutte contre la pauvreté, on comprend bien sa présence dans cet atelier, ce séminaire, mais l'UNESCO. L'UNESCO, c'est beaucoup plus au côté implication des sciences. Ah, d'accord. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture. Donc, du coup, il s'intéresse également à l'implication des sciences dans ces élaborations des politiques publiques. Parce qu'il y a plusieurs, dans certains pays, je regardais là au niveau du Canada, ils ont ce qu'ils appellent le CRD, le Centre de recherche en développement international, qui est un ensemble qui est rattaché à un laboratoire, c'est un centre de recherche en fait, qui est rattaché à une université et du coup, ils participent aux politiques publiques pour pouvoir aider à l'élaboration et à l'évaluation. Et ce sont de partenariats qui devraient se faire parce qu'on a des laboratoires. Bon, pour le département d'économie, je sais qu'on a des laboratoires, on a 4 laboratoires. Donc ce type de projet peut être adapté au Gabon? Oui, il est possible de faire en sorte que les chercheurs en sciences sociales qui sont déjà réunis en laboratoire, ils font déjà des travaux de recherche, puissent en fait d'abord orienter leurs travaux vers les préoccupations du gouvernement, et parce que ce n'est pas toujours le cas. Pour l'instant, chacun choisit le thème qu'il veut aborder, mais au moins nous dire, voilà, essayer de réfléchir sur telle préoccupation. Et par la suite, nous intégrer également dans la partie évaluation de la politique publique après son application, savoir si on a atteint l'objectif ou pas. Et tu évoquais tout à l'heure les PPP, partenariat public-privé. Il y a également le 4P, PPPP, partenariat public-privé participatif, où on se dit, on doit également, en dehors des experts, parfois intégrer aussi la société civile, qui peut également, ceux-là qui bénéficient finalement de la politique publique, faire en sorte que certains d'entre eux puissent également venir donner leur appréciation dans l'élaboration de la chose.
D'accord. Professeur Asumundo, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous avez réellement éclairé sur les politiques publiques. On sait maintenant à quoi se référer. C'était un réel plaisir de vous recevoir ce matin et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le Day Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.